Donc on va lancer la conférence, une conférence qui gravite autour de la sortie d'Escale en Polynésie de Titouan Lamazou, qui est là ici présent. Et donc je vais laisser la parole à Myriam Bono, qui va donc présider cette jolie rencontre. Donc à tout à l'heure, je laisse la place. Bonjour à tous. Titouan, Frédéric, bonjour à tous les deux. Donc j'ai le plaisir de présenter cette présentation du livre donc Escale en Polynésie de Titouan et Zoé Lamazou. Donc Titouan Lamazou, comme vous le savez certainement, donc, qui est artiste, également navigateur et écrivain. Et Frédéric donc Torrente, non, du coup je le prononce mal, et quant à lui anthropologue. Alors spécialisé dans les Tuamotu, mais pas que. Hein. Donc, tu es aussi un voyageur, hein, puisque tu sillonnes pas mal les îles de la Polynésie. Et donc, tu as collaboré avec Titouan et Zoé à la création de cet ouvrage très original qui, si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, en fait, mélange à la fois l'approche picturale, le travail de peintre et d'écrivain de Titouan, et également le travail de sa fille Zoé Lamazou, donc Titouan. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse de ce livre? Comment est venue l'idée de la création de ce livre? Merci de cette introduction. Bonjour à tous. Alors, je vais aller remonter loin en arrière, parce que j'avais choisi une destinée d'artiste dès l'âge de 11 ans, mais j'ai succombé au chant des sirènes très vite après d'ailleurs, et j'ai abandonné mes études très jeune, mes études de beaux-arts pour partir à l'école de la vie. Et c'était une vie maritime et vagabonde que j'ai choisie, de sorte que tout jeune matelot embarqué à bord du Penduc 6 d'Éric Tabarly, c'était en 1977, il y a plus de 40 ans, j'ai abordé pour la première fois les rivages de Polynésie. Et j'y suis revenu maintes fois. Alors ce qu'il y a d'amusant, et d'ailleurs on l'évoque dans le bouquin, c'était que, comme tous les popas, fait comme beaucoup, on était arrivé en voilier depuis la Californie, depuis Los Angeles, et on était arrivé dans la baie de Taiohae à Nuku'iva. Et c'était exactement 70 ans après que Jack London soit arrivé dans cette même baie en partant de la même Californie, et 130 ans après Melville, qui était arrivé de Californie et qui avait déserté son baleinier à Taiohae également. Voilà, et pourquoi j'évoque aussi ces personnes? Parce que lorsque la première fois que je suis arrivé en Polynésie, c'était un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais la cervelle farcie de poncifs, j'arrivais au paradis, l'Éden tropical tahitien, qui a d'ailleurs et qui perdure aussi dans l'esprit de beaucoup de gens de façon très tenace aujourd'hui. Et voilà, mais je suis revenu maintes fois par la suite, ne serait-ce que pour aller visiter ma fille Zoé, qui est la co-auteure donc de cet ouvrage, et qui à l'époque, c'est dans les années 80, a passé sa petite enfance ici entre Moorea et Wapo, avec sa maman qui elle-même avait grandi en Polynésie. Donc c'était une histoire familiale et familière, dans la famille en tout cas. Et puis j'y suis revenu surtout au début de 2000 pour entamer mon travail qui s'est appelé Femmes du Monde, où j'avais choisi, c'était un bon prétexte pour revenir en Polynésie, et j'étais venu faire des portraits de femmes, surtout sur les 5 archipels de la Polynésie à l'époque. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai commencé justement avec un esprit qui était d'essayer de justement laisser ces idées reçues qu'on a sur un lieu c'est pas l'exclusivité de la Polynésie. À Tombouctou c'est pareil, mais d'essayer de laisser ces idées reçues et d'arriver avec un esprit vierge, de pouvoir regarder et écouter les gens sans a priori, voilà, laisser ces a priori derrière soi. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs à l'époque déjà commencé à travailler avec des chercheurs. J'avais commencé dans Femmes du Monde d'ailleurs, c'était le premier voyage, c'était en Somalie avec
où je faisais un travail sur l'excision, l'infibulation, ces pratiques très répandues de mutilation féminine dans ces régions, et dont je ne comprenais absolument pas le sens. Et j'étais allé voir à l'époque Françoise Héritier, qui était une spécialiste de cette pratique, enfin je veux dire pour l'expliquer, hein, pas pour la faire. Et que Françoise Héritier, qui avait succédé à Lévi-Strauss à la chaire, enfin, au Collège de France. Et de même que j'avais fait le portrait, ça c'était un petit peu facétieux, de notre ancêtre Lucie, la première femme. À l'époque, c'était notre plus ancienne ancêtre connue, Lucie, qui a été découverte ou inventée, comme on dit dans le jargon, par Yves Coppens. Et j'étais allé voir Coppens aussi pour qu'il se mette dans la peau de Lucie et réponde à mes questionnaires. Et de même qu'ici à Tahiti, j'avais rencontré Patrick Cerf, qui a publié un livre chez Au Vent des Îles d'ailleurs, qui s'appelle La domination des femmes, à double sens, en Polynésie, et qui avait un peu écorché le mythe de la vainée, lascive, belle, offerte, qu'on a dans la tête quand on écoute ou qu'on regarde les dépliants touristiques en tout cas. Voilà. Et donc j'avais commencé à travailler avec des chercheurs. Et là, plus récemment, ces 4 dernières années, là je suis revenu avec vraiment beaucoup plus d'assiduité, jusqu'à, en tout cas de façon provisoirement durable, m'installer définitivement ici. Voilà. Et c'est donc pour faire cet ouvrage, Escale en Polynésie, nous sommes avec Zoé, nous sommes allés demander conseil et aide à des chercheurs spécialistes de cette région, dont Frédéric Torrente, ici présent, qui est un anthropologue donc, qui a fait sa thèse de doctorat sur l'atoll de Hana. Donc m'a accompagné à Hana et également au Gambier, et qui a quand même un peu corrigé nos fautes d'orthographe, hein, tout au long du livre. Et puis il y a d'autres chercheurs également dont Jean-François Buteau par exemple. Jean-François Buteau pour la botanisme, oui, parce que l'axe, bon, on y reviendra, mais l'axe de cet ouvrage, c'était un peu moins anthropocentré que mes œuvres précédentes sur les femmes du monde, hein. On parlait surtout de l'humain, et là on abordait l'humain dans le vivant auquel il appartient. Donc c'était les relations du vivant avec le vivant que pouvaient avoir les Polynésiens dans le temps. Et voilà, et je me suis, mais toujours avec le même principe d'être, enfin ce que je me considère, c'est d'être un parfait étranger en Polynésie, même si, elle est dite française, n'est-ce pas? Et je suis un popa ici, et donc j'essaye de me mettre un peu en recul dans mes travaux, et de m'adresser donc aux Polynésiens et aux spécialistes chercheurs en sciences humaines et en sciences naturelles. Voilà. Alors le livre, j'allais venir, mais le livre regroupe à la fois donc des œuvres que tu as faites en 2000-2002, et également ton travail plus récent, donc 2018 aux Marquises, et puis sur les 2 dernières années dans le reste des archipels. Donc, voilà, il y a en clin d'œil, j'ai mis par exemple, il se trouve que pour Femmes du Monde, j'avais fait le portrait d'une très jolie petite tahitienne, archétypale même, qui s'appelle Gwendoline, à Wapo. Elle avait 13 ans, je crois, puis j'ai retrouvé Gwendoline 15 ans après, qui a un peu pris de l'embonpoint, n'est-ce pas? Qui est devenue une femme. Voilà. Et donc, par clin d'œil, j'ai mis dans cet ouvrage effectivement quelques dessins que j'avais réalisés en 2001 et 2002 ici, que ce soit aux Australes, aux Marquises, ici à Taha, par exemple. Et en fait, l'histoire aussi, c'est qu'en 2016, le musée du Quai Branly à Paris m'a offert carte blanche pour faire une exposition. Et je leur ai proposé une navigation imaginaire de mon futur projet qui s'appelle le bateau atelier, dont je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. Une croisière imaginaire, parce qu'il n'existe pas encore, qui faisait escale aux Caraïbes et qui allait aux Marquises. Donc l'expo était surtout basée sur les Marquises, une exposition que Myriama, directrice du musée de Tahiti et des îles, a vue et m'a demandé d'amener à Tahiti, mais de l'élargir aux 5 autres archipels. Ça fait que entre 2017-2018,
J'ai travaillé aux Marquises, avec ma fille d'ailleurs, avec un chercheur, Pierre Ottino, qui est un archéologue, lui, non? Oui, archéologue spécialiste des Marquises. Et puis, entre 2019 et aujourd'hui, j'ai travaillé dans les 4 autres archipels. Voilà. Voilà. Et donc, avec toi, tu as embarqué notamment Frédéric, donc au Tuamotu et au Gambier. Voilà. Et puis, on est amis, donc on correspond. Chaque fois que j'ai des questions, je m'adresse à soit Frédéric, soit à Buteau, soit oui, ou Tamato à Banbridge, ou des gens qui sont des spécialistes, polynésiens ou non, mais néanmoins des chercheurs. Et donc Frédéric, toi, ton rôle en accompagnant Titouan, alors c'était pas de peindre, j'imagine. Oui, on peut parler du travail qu'il a fait beaucoup du travail avec que Zoé toi tu as aussi. fait avec Zoé, évidemment. Oui, d'abord, j'étais très honoré de rentrer dans l'équipe de Titouan et Zoé. C'était un honneur pour moi. Et puis, vraiment de partager la vision qu'ils ont du monde, cette vision qui met de côté autant les clichés sur la Polynésie et surtout cette approche qui est intégrée du vivant que peint Titouan et également de l'humanité polynésienne qui est vue vraiment à travers l'art, donc à travers ces magnifiques dessins. Et surtout cette chance énorme de prendre le temps de faire les choses et de se poser dans un endroit et comme le font d'ailleurs les anthropologues, on ne peut pas travailler sur une société comme ça vite. Non, parfois on met des années à acquérir la confiance de certaines personnes. Et la démarche de Titouan et Zoé, effectivement, est vraiment la même, autant dans ce fait de décoloniser un peu les pensées, finalement, et de faire ce lien que les Polynésiens ont toujours avancé, où il n'y a pas de différence entre nature et culture, et que ces Océaniens en général font partie intégrante de la culture, de la nature, pardon. Alors, dans le livre, on retrouve à la fois des témoignages ou des échanges que vous avez eus, alors autant avec des intellectuels ou des personnes bien connues de la culture, par exemple, ou des domaines scientifiques, mais également des paroles, j'allais dire, d'inconnus, de Polynésiens, des Tuamotu, des Gambiers, des Australes. Donc, il y a un mélange et une succession comme ça de prises de parole sur plusieurs thématiques. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du rapport à l'homme ou à la nature, mais il y a aussi moi une dimension qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup touchée, c'est toute cette dimension au sacré, à l'indicible, à ce qui, voilà, l'intangible, que je trouve vraiment remarquablement bien rendue. Et donc voilà, comment est-ce que c'est une idée que vous aviez dès le départ en partant, ou c'est en partageant avec les gens que du coup cette thématique a émergé? C'était dans le principe, c'est-à-dire, en l'occurrence, puisque c'est aller à la rencontre des personnes, c'était notre mémoire collective en général nous propose d'entendre des choses, mais pas de les écouter, ou l'inverse, et donc d'être très... Et puis on a le sentiment aussi, comme du côté colonial en tout cas, qu'on a confisqué la parole des gens pendant des siècles quasiment, et qu'aujourd'hui, pour parler de la Polynésie, le mieux, ce soit les Polynésiens qui en parlent. Et effectivement, on est allé voir des personnes qui sont connues. Il y en a une Titawa, qui dédicace son livre ici, mais aussi un pêcheur du secteur au fin fond de l'atoll de Hana, etc. Et c'est là que c'était un entretien que menait Zoé avec ces personnes. Et lorsque Frédéric nous accompagnait, les entretiens étaient menés par Zoé et Frédéric pour poser des questions, parce que Frédéric a une connaissance quand même un petit peu justement de ses relations avec l'invisible, sur le vocabulaire, sur les mots, pour poser les bonnes questions. Et Zoé en a fait, vous verrez le livre, et c'était pas du tout délibéré dès le départ, il est en 2 parties distinctes, même le papier diffère. Le début, c'est une partie... c'est une partie où il y a un maximum d'iconographie, dont mes peintures, qui sont légendées, mais de façon très légère, où j'ai utilisé le manuscrit, parce que ça permet d'avoir... on se permet un peu de... C'est comme si c'était un langage un petit peu parlé. Puis je peux mettre des petites anecdotes qui ont un intérêt
peut-être que pour moi, mais où je parle de choses enfin, légères, disons. Et alors que dans la deuxième partie, ça c'est plus la côté littéraire, parce que Zoé a pris des extraits de ses entretiens en s'efforçant de ne rien changer, mais elle les a mis en regard les uns des autres dans 5 chapitres. En fait, elle a fait une sorte de petite pièce de théâtre en 5 actes, où il y a l'acte de la mémoire, l'invisible, la bombe, quoi d'autre encore. Enfin, il y a 5 chapitres où ces personnes, certaines se connaissent. Oui, sur la mondialisation. La mondialisation, oui. L'île Monde. Et ces personnes, parfois certaines d'entre elles se connaissent, parce que c'est quand même pas un territoire, même s'il est extrêmement vaste en superficie, il n'est pas, et c'est le grand avantage de cet endroit, il n'est pas très peuplé. Mais il y en a aussi des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui se retrouvent en fait à dialoguer parce que il y a des paroles des Australes sur le même thème, comme celle des Marquises. Qui résonnent avec celle des Marquises. Voilà. Ou des Et donc ce travail de récolter la parole a été fait avec, en partie en tout cas, avec le concours de Frédéric. Et dans cette découverte, par exemple, là, quand vous êtes parti au Tuamotu avec Frédéric, est-ce que... Enfin, j'imagine que oui, mais j'imagine que toi qui avais déjà beaucoup parcouru la Polynésie, le fait de les voir avec l'œil de Frédéric, ou que Frédéric te dise il faut qu'on aille voir telle ou telle personne ou tel atoll, ça a dû aussi agrandir, j'allais dire, ton champ de connaissances. Ça, la confiance qu'il avait mis des années à acquérir à Anna, on en a sérieusement bénéficié, puisqu'on est arrivé avec lui. Et qui connaissait tout le monde. Ils ont trouvé qu'il avait un petit peu pris de l'embonpoint aussi, un petit peu. Mais ça faisait longtemps que tu n'étais pas retourné. Ça faisait... et donc ça nous a effectivement fait prendre un sacré raccourci dans ces coins-là. Mais même quand on était au Gambier, où tu n'étais pas vraiment allé, tu as tout de suite... les gens se sont tout de suite intéressés aux connaissances que pouvait apporter aussi Fred sur l'histoire, sur l'histoire ancienne, etc. Et on a établi des contacts vraiment très... Puis Fred parle pas trop mal le Pomotu aussi, ce qui aide aussi, quand on arrive quelque part. De parler la langue du pays, c'est aussi un raccourci, ou au moins une politesse. Et alors les gambiers que tu abordais un petit peu, c'était la première fois que tu peignais les gambiers ? Oui, c'est pas la première fois que j'y allais. J'étais allé il y a, je me souviens absolument pas très bien, mais c'était il y a 40 ans, lorsque j'étais équipier d'Éric Tabarly. Je sais qu'Éric Tabarly adorait a priori les gambiers plus qu'autre chose, puisque dans son projet, il est mort trop tôt. Il voulait s'installer et avoir un petit faré, un pied-à-terre aux Gambiers. Voilà, et les gambiers sont quand même... je les ai abordés aujourd'hui parce que les Gambiers, pour cette période coloniale, ont quand même été aux premières loges avec le fameux Père Laval, qui était quand même un personnage un peu strict, un religieux plus proche d'Opus Dei que pouvait l'être Monseigneur Lecléache, qui était son inverse aux Marquises. Et puis, le dernier phénomène de la colonisation, ou à son paroxysme, c'était quand même la proximité avec Montmorency, ils étaient à moins de 300 km des essais nucléaires, donc ils ont été vraiment aux premières loges, et donc c'est et dans le développement aussi aujourd'hui, qui est quasiment une mono-économie sur la perle, qui est un truc assez particulier, les Gambiers. Puis c'est aussi ce que je me souvenais pas de ça, mais sur le visuel, enfin, l'impression que j'ai eue, et d'ailleurs je crois que Fred a eu à peu près la même, c'est que c'est vraiment un archipel qui a rien, quoique tout ici c'est un océan d'îles où c'est comme si c'était des planètes dans le ciel, il n'y en a pas une qui soit pareille que l'autre. Et les Gambiers, l'archipel des Gambiers ne ressemble pas aux autres archipels, pas du tout, et m'a fait beaucoup penser à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Ne serait-ce que parce que le Père Laval a quand même construit pas mal d'églises, fort jolies d'ailleurs. Les couleurs et tout. Et puis, je sais pas, il y a une sorte d'ambiance qui fait que... Et puis c'est peut-être parce que c'est le plus à l'est aussi, c'est le plus proche de l'île de Pâques que ne le sont les autres îles. Voilà.
Et donc, Fred, je sais que toi, tu as mené beaucoup les interviews au Gambier, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport à ton travail, toi, d'anthropologue, quand tu fais des recherches, d'avoir cette approche plus, j'allais dire, à la fois littéraire, mais aussi artistique, dans les interviews que tu menais? Mais déjà, on est très surpris quand on aborde les Gambiers que je ne connaissais pas avant. On a encore aussi des a priori, en sachant que l'archipel des Gambiers a été donc une théocratie missionnaire où les catholiques donc, ont quand même bien effacé toute trace de l'ancienne société, dans le sens où tous les monuments, tous les marais, toutes les anciennes places, etc., ont été, bien sûr, ont servi pour construire les églises et les temples. Enfin, donc ça, il y a certaines a priori, parce que finalement, en discutant avec les gens sur place, eh bien, on s'aperçoit qu'ils connaissent encore, malgré la destruction des temples, ils connaissent encore l'emplacement des anciens marais, et beaucoup, toute la tradition orale ne s'est pas perdue, malgré l'évangélisation, si je peux me permettre de dire, malgré. Voilà. Et puis il y a moi ce que j'étais absolument pas conscient de ça en 77, mais c'était exactement l'année aux Marquises, où il y a eu une reprise, enfin un réveil tardif, donc, puisque c'était quand même il y a 40 ans, quand Ben, Totti et Étienne ont créé la fédération Motuaka, dont la mission était d'essayer de retrouver toutes les traditions, les chants, les danses, le tatouage qui était interdit depuis quasiment 200 ans par les évangélistes, etc. Et ce même phénomène, on le retrouve au Gambier, comme avec Bruno, avec son petit-fils qui est Tanavaï. Bruno Schmitt, oui. Oui, Bruno Schmitt et Tanavaï. Ce sont des gens qui transmettent aussi aux jeunes générations, qui réapprennent les danses, les tatouages spéciaux qui n'ont rien à voir au Gambier, qui ne sont pas du tout des tatouages marquisiens, par exemple, etc. Donc ce renouveau, il existe un peu partout. On le sent, hein, je veux dire, dans le livre, toute cette partie importante de prise de parole des gens. Et puis il y a l'autre grand personnage de ton livre, c'est la nature, qui est très présente, alors que ce soit évidemment pour les Tuamotu, les lagons, mais également tout ce qui est montagne, et avec une palette qui est très variée. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir vu certains tableaux qui ne sont pas dans le livre, puisqu'ils vont être exposés au musée. Et on a aussi une approche que j'ai trouvé très intéressante de paysages de nuit. On a peu l'habitude de voir des peintures qui rendent tous ces paysages de nuit. Et ça me fait penser à ce que tu disais par rapport au temps. Parce qu'en les voyant, je me suis dit qu'on voyait que tu étais dans un bateau et que tu avais le temps de regarder le ciel pour peindre tout ça. Donc en moyenne, quand vous exploriez les îles, vous preniez combien de temps? Je ne sais pas, c'est-à-dire je me donne le temps. Je vais reparler du bateau atelier, par exemple. Le bateau atelier dont je parlais, c'est un peu... D'ailleurs, c'est ce livre et le précédent, qui était le catalogue de l'exposition du musée du Quai Branly, s'appelait Le bateau atelier, d'ailleurs. Et c'est un moyen lent et long de se permettre, c'est-à-dire au lieu de revenir à l'atelier, ce que je faisais en général, ici, maintenant j'ai installé un atelier à Punaouia, mais je revenais en France, à Paris, où j'avais mon atelier, et ce qui fait des allers-retours, on prend des modes de transport rapides, etc. Et alors que je suis persuadé que le moyen le plus rapide d'arriver à l'essentiel, c'est la lenteur. Et cette lenteur, et ce bateau atelier, c'est un peu à l'image de c'est ce que j'essaye de montrer, ce que je fais depuis des années, sa vocation est d'accueillir des artistes et des chercheurs pour qu'ils puissent produire ensemble, et dont la déclinaison principale sera de transmettre à un jeune public. Donc en l'occurrence, comme ce bateau sera basé en Polynésie, ce sera un jeune public polynésien, et on pourra passer des mois, voire des années, par exemple, dans la partie est des Tuamotu, et aller tranquillement et rester longtemps. On aura tous les outils qu'il faut à bord, à la fois pour les chercheurs, pour les artistes, et ce qui nous permettra de faire des escales prolongées auprès des écoles et des collèges, cycle 3, 4, dans les endroits même les plus éloignés de Tahiti. Ça, c'est un projet, même un rêve, j'allais dire, que tu as depuis longtemps. Je l'avais annoncé officiellement lorsque j'ai remporté le Vendée Globe il y a exactement 30 ans. Voilà.
Donc ça arrive bientôt. Oui, il faut savoir attendre. Mais quelque part, ce que vous avez fait tous les deux, c'est la préfiguration de ce que tu imagines pour le bateau atelier. Oui, exactement. Simplement, je pense que justement, tu évoquais la lenteur. Et là, si tu veux, même quand on va au Gambier, on a un petit peu de... Bon, un chercheur n'a pas forcément trop de temps à consacrer alors que là, il y aura un budget pour qu'il puisse rester, par exemple, assez longtemps. Et on n'ira pas au Gambier en avion. Et par Air Tahiti, on restera au Gambier, on aura notre bureau au Gambier, on aura des moyens de télécommunication aussi, et on pourra même correspondre avec des écoles, mais avec le public depuis le bateau. Donc ça sera, on pourra rester et s'attarder encore plus dans les endroits visités. Alors, pour en revenir au livre, hein, donc qui, comme je disais, compile ton travail artistique, plus tu évoquais tes écrits à l'intérieur, ça fonctionne un peu comme un carnet de voyage en fait. Oui. Ce sont tes impressions Oui. sur le moment, sur le vif. On fait toujours la même chose. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne vraiment comme un côté pris sur le vif, et puis en deuxième partie, donc toute la partie plus écrite. Qui peut être mélangé, mais il se trouve que c'est venu naturellement avec notre cher éditeur à la fin de ce travail. À la toute fin, on s'est dit mais non, mais ça va mieux fonctionner comme ça. Effectivement, mais ça fonctionne un peu comme un épilogue en fait. C'est comme si voilà. C'est copié aussi, mais c'est une autre forme. Et puis c'est de la création aussi. Hein. C'est comme quand on a fait des tournages de films et qu'après la partie montage est très importante. Et là, le montage, il s'est trouvé qu'il a offert cette solution. Et donc, du coup, tu comptes en refaire d'autres d'expériences de ce style? Je veux dire, en mélangeant peinture et écriture? Pas pour tout de suite, mais... Oui, ça appelle toujours quand on a... Enfin, en ce qui me concerne, quand on a achevé un ouvrage, moi je ne fais pas partie de ces artistes, il y en a et je les envie beaucoup, comme des grands artistes dont j'apprécie beaucoup le travail, comme David Hockney par exemple, qui lui dit volontiers, vous savez qui c'est qui aime le plus ma peinture? C'est ma maman et moi. Voilà, donc il est toujours content, lui. Alors que moi, je suis jamais content. Je me dis, tiens, mais ça, on va faire ça différemment la prochaine fois. Et surtout, là, c'est déjà le deuxième ouvrage à la suite sur la Polynésie. Et les prochains, j'espère que ce sera à bord du bateau. Ils seront beaucoup plus focalisés sur peut-être, on fera un bouquin entier sur un atoll, par exemple, ou un petit groupe d'atolls et puis après, voilà. Mais je suis pas inquiet sur la suite de la production. Moi non plus. Je vais peut-être... oui. Et il faut que tu signales quand même que si vous voulez voir les originaux, il y a une grande exposition qui s'ouvre au musée. Alors j'allais vous le dire à la fin, mais du coup je vous le dis maintenant. Donc comme je l'évoquais, hein, Titouan le disait, ça fait un petit moment que lui travaille sur ce livre et ses voyages. Donc on avait eu la chance de se rencontrer il y a quelques temps et d'évoquer le fait que ses œuvres puissent être présentées au musée de Tahiti et des îles. Donc là il est très calme, mais en fait il est en plein rush parce qu'on ouvre l'exposition la semaine prochaine, donc que je vous encourage à venir voir. Parce qu'en plus du travail, comme vous voyez, c'est quand même un ouvrage conséquent. On voit qu'il y a beaucoup d'œuvres qui y sont, et donc il nous fait le plaisir de présenter plus de 200 pièces, peut-être même un peu plus, hein, vu tous les cartons que je vois. Il y en a 230 à peu près. Et c'est vrai qu'au-delà on voit aussi tout un processus, et justement tout le travail de l'artiste, à la fois ce qui est pris sur le vif et également l'œuvre finale, celle que tu vas réaliser dans ton atelier. Et donc avec toute l'évolution de la première esquisse. Et avec une vocation qui est aussi à l'image du projet du bateau atelier, c'est que on a privilégié dans notre communication, durant toute cette exposition, l'accueil des élèves, des écoles, pour faire des workshops avec eux. Et également, il est prévu avec Fred que nous allions au moins dans un des collèges de chaque archipel pour présenter cette fois-ci en projection en tout cas et faire des workshops avec les élèves dans les 5 archipels. Vous avez visité, oui. Qu'on a visité et qu'on leur montrait, c'est bien, c'est toujours agréable. J'ai déjà fait
une exposition à Tombouctou, une à Niamey, à Agadez, pour mon dernier livre sur le désert. Et c'est toujours agréable de venir montrer aux gens qui ont participé en tant que modèle, mais c'est pas rien, de voir et de toucher le résultat. Voilà, donc l'exposition en plus du livre commencera la semaine prochaine. Ça ouvre vendredi matin. Voilà, donc je vais peut-être... Moi j'ai encore plein de questions, mais j'ai la chance de pouvoir les lui poser à part. Donc du coup, si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro voilà, qui arrive pour qu'on puisse vous entendre. Là, devant, monsieur. Merci. Vous m'entendez là? Pas très bien, non? Allô, allô? On vous entend. Ok, voilà. Donc, alors les dernières phrases de Titouan m'ont bien plu parce qu'elles parlent un petit peu d'autre chose que de Tahiti, des îles, des lagons, des volcans, des va-et-vient, mais il faut en parler, c'est normal. Et je trouve que c'est intéressant, notamment dans une manifestation comme celle-là, pourquoi pas d'avoir une ouverture un petit peu par le biais de voyageurs qui prennent plaisir à raconter leurs étapes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, c'est d'autant plus intéressant que je viens d'écrire 2 livres où je raconte précisément tous les pays dans lesquels je suis allé au cours de ma vie, à Tombouctou en particulier, à Niamey, en Mauritanie, qui sont des pays que Titouan vient d'évoquer. Et j'espère avoir l'occasion de discuter avec toi, si tu veux bien, un peu plus tard, si tu as le temps, de cette région que j'ai beaucoup aimée aussi, comme j'aime Tahiti, bien sûr. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais j'attire l'attention que c'est bien quand même de s'ouvrir un peu autre chose. Il faut connaître son pays, c'est clair. Le connaître dans le temps et dans l'espace, avec un anthropologue qui va fouiller un peu dans les mémoires. Mais également, il faut connaître les autres, et pas forcément d'une manière scolaire comme un cours de géographie, mais en entendant des baroudeurs, des aventuriers, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Là devant. Bonjour Titouan. Bonjour. Une petite question parce que tu as dit une phrase qui est intéressante. Le meilleur moyen d'arriver à l'essentiel, c'est d'aller lentement. Le plus rapide. Mais Le moyen le plus rapide d'atteindre l'essentiel, c'est la lenteur. C'est la lenteur, ok. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est-à-dire la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que notre progrès en général fait que le temps, alors ces paroles que je trouve les plus cons que l'homme a pu inventer, c'est le temps, c'est de l'argent par exemple. Tu vois, alors qu'on n'a pas le temps, on a des moyens. Je crois que le monde est arrivé à vivre avant que le Concorde soit inventé, qu'on joigne New York à Paris en 4 heures. Et je pense que c'est d'essayer d'aller vite, on perd plus de temps. C'est-à-dire que moi je regrette vraiment franchement le temps où il y avait des paquebots, où pour venir à Tahiti, il fallait voir entre 3 mois ou 2 mois. Et je pense que New York s'est développé à l'époque où on mettait une semaine pour aller du Havre à New York, quoi. Et là, on prend vraiment le temps de vivre et de regarder les choses. Aujourd'hui, l'automobile, les choses comme ça, fait que on ne regarde rien, on passe sa vie à essayer de se payer ces trucs-là, qui sont quand même une part de notre budget, qui nous empêche. Enfin, moi, j'ai le sentiment vraiment que la rapidité, bon, quand les Aquitains étaient très contents, quand ils avaient un TGV qui mettait 3 heures pour aller à Bordeaux, et ils ont fait une grande fête, qu'il y en a un nouveau qui a mis plus que 2h30. Ça change quand même les choses. En général, ça pourrit la ville en question parce que les loyers augmentent, les gens vont s'installer comme à Marseille. Hein, moi, je pense que j'aurais préféré Marseille à l'époque où on y allait en diligence plutôt qu'en TGV. Enfin bon, voilà, c'est ça que je veux dire avec la lenteur. Et la lenteur et le travail du dessin aussi, c'est un travail qui est lent, qui est... je pourrais par exemple, sur le bateau atelier, vous savez combien de temps Mona Lisa a posé pour Léonard de Vinci? 2 ans pour faire ce tableau.
Et bon, évidemment, aujourd'hui, on n'a jamais le temps. On demande à un modèle de venir tous les 2 jours, tous les 3 jours. D'ailleurs, le portrait de Lucian Freud de David Hockney, qui est magnifique. Il a fait poser David Hockney, ça a duré 3 à 4 mois, je crois, qui revenait régulièrement. Et ce qui nous perdait justement ce temps, cette lenteur, me permettrait d'établir confiance et connaissance avec des personnes et de rester un moment, ou même avec un arbre, hein, parce que moi je ne fais pas la différence entre faire le portrait d'une personne ou le portrait d'un végétal ou d'un animal, d'un poisson ou un chien. Mais ça me permettrait de rester plus longtemps. Voilà. Et c'est essentiel, c'est l'essence de la vie. Les poissons et les chiens, ça doit bouger plus que les arbres quand même, non? Comment tu fais pour faire un portrait de poisson? Non, les poissons, alors j'ai fait... Eh ben, tu as assisté, on a fait beaucoup de peinture en plongée. Mais je ne vais pas très profond, hein, avec une bouteille. J'installe en gueuse le chevalet au fond de l'eau et avec des pastels à l'huile sur des papiers soit en plastique, soit en des toiles. Je me mets face à une patate là pendant, et le temps, comme je bouge pas beaucoup, je suis moi-même gueusé, donc je peux rester jusqu'à 2 heures quand même avec une bouteille comme ça devant. Et ça, on n'a pas spécialement l'occasion d'ailleurs dans la vie de se poser devant, de bien regarder, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses de toute façon, et de regarder comment est fait par exemple un pandanus qui est là, et s'il y a son voisin pandanus à côté, ils ont autant de personnalité, une personnalité aussi différente que celle de Fred et de la mienne. Et c'est pareil pour une patate de corail par rapport à une autre. Et il n'y a pas un perroquet, même s'ils sont exactement de la même espèce, qui sont tout à fait ressemblants. C'est pas, donc pour moi, ils ont des personnalités. J'aimerais bien donner des prénoms à chacun de ces animaux. Et le fait, c'est un peu anecdotique, un peu d'aller dessiner sous l'eau, mais ça me permet, moi j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que je peux pas... Après, je reviens à l'atelier, j'ai fait plein de photos, j'ai fait plein de GoPro, vidéos et tout ça. Mais je l'ai vécu. Et j'ai besoin de ça pour faire le portrait de quelqu'un. Il faut que je le fasse à la main, avec mes yeux d'abord. Parce que si je fais uniquement en photo, d'abord l'appareil, c'est lui qui fait le travail de transformer de 3D en 2D, ce qui est quand même l'exercice qui fait la marque d'un artiste en général. Et donc moi si je fais que d'après photo, en général c'est raté, et de même que pour les poissons et que pour le sous-marin, ce qui ne m'empêche pas après d'avoir pris énormément de photographies et à partir de ces esquisses, ces dessins, de faire d'après photo, mais là je m'accorde la légitimité de le faire. Voilà, je suis à l'aise. Bonjour. Chacun son truc. Oh, excuse-moi, mais il y a des artistes qui travaillent, qui font des œuvres magnifiques uniquement d'après photo. Hein. Oui, c'est pas ta façon de travailler, quoi. Voilà, et même Gauguin, il travaillait principalement d'après photo. Hein. C'est de l'époque. Hein. Puisqu'il a peint un Tahiti qui n'existait déjà plus. Bonjour. Non, moi j'étais intéressée par ton projet de bateau atelier. Et tu parlais tout à l'heure au gré de tes pérégrinations, présenter tes travaux, notamment aux enfants, et je pense particulièrement aux enfants des atolls un peu éloignés. Est-ce que tu as aussi dans l'idée de t'inspirer d'eux, de les interroger pour avoir une idée de leur approche de la culture polynésienne? Pardon? Est-ce que tu as pour idée éventuellement d'échanger avec eux et de les interroger sur leur approche à eux de la culture polynésienne, ancestrale et actuelle, pour éventuellement t'en inspirer pour un ouvrage prochain? Est-ce que c'est quelque chose qui est pourquoi pas? Moi, je suis open à toutes choses. C'est pas moi qui vais donner des leçons sur la civilisation océanienne. Hein. Je laisserai ce travail. Même moi, je ne vais pas donner des leçons non plus. Hein. Non. Non, mais je pense que c'est intéressant aussi de montrer. Mais je suis curieux, moi, comme un enfant. Hein. De toute façon, quand je suis allé voir Jean-Claude Terrei, on a fait un des plus beaux tableaux que j'ai fait. C'était à 4 mains quasiment, avec Jean-Claude qui a fait une thèse sur la navigation aux étoiles, qui est de Papineau, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Et de réapprendre.
voilà, que les Polynésiens, mais ça c'est un travail qui a déjà commencé et qui est et je pense qu'il est très important effectivement que pour pouvoir tenir sur ces gens dans le présent, on connaisse son passé et qu'on en soit fier. Et comme disait avec ironie Titawa, qui est en train de signer son livre, de façon un petit peu agacée, il disait quand même, ça m'emmerde un peu que les petits Polynésiens, ils aient appris qu'ils avaient un passé fantastique en regardant Vaiana de Disney, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut que les non, mais sans porter de jugement, juste interroger, quoi, pour connaître leur approche à eux. Ah bah oui, pourquoi pas. C'est un peu ce dont parle Bruno Sora aussi dans son dernier ouvrage, sur les relations qu'ont aujourd'hui les enfants, parce que c'est un pays qui n'a pas échappé à la mondialisation, malheureusement. Ou heureusement. Il ne s'agit pas de jugement. Merci. Enfin, j'en ai, mais je ne vais pas vous en faire part. Est-ce que vous avez encore des questions dans le public? Alors, juste avant la question, j'en profite pour dire s'il y a des enseignants dans le public, des livrets pédagogiques sont faits par le musée avec le concours de Titouan, justement pour faciliter la visite des enfants. Voilà. Bonjour. Bonjour Titouan. Moi j'ai une question par rapport aux plongées sous-marines que tu as faites pendant lesquelles tu as peint. Et je voulais savoir les sensations associées à ces plongées pendant tes peintures, comparées peut-être à une sensation quand tu peins du végétal ou du terrestre en tout cas. Moi je fais aucune différence. C'est simplement, bon, il y a des petites contraintes. S'il se met à y avoir un peu de courant par exemple, ou ça fait ça, ou ça bouge, voilà, qui font que ça, il y a peut-être un petit peu plus de contraintes, ou en tout cas je suis plus habitué à planter mon chevalet sur terre que sous l'eau, c'est sûr, mais pour moi c'est le travail de l'artiste, c'est de regarder et d'interpréter ou de reproduire sur le papier, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau, peu importe le flacon, en tout cas c'est la même chose. Je n'ai pas de sensation particulière. Hein? Ah, auditive. Non, mais c'est pas le monde du silence, on le sait très bien, mais on n'entend strictement rien. Enfin, moi, je perçois assez mal les ultrasons et tous ces trucs-là. Donc, voilà, et c'est vrai qu'il y a moins. Alors, la différence qui peut se passer, c'est que souvent, c'est comme sur la place du Tertre, hein, si on se met à dessiner quelqu'un ou un arbre, ben les gens ils sont curieux, ils s'arrêtent et puis il peut arriver dans certains pays de me retrouver avec 300 personnes autour de moi ou même devant moi, donc ça commence à devenir difficile. Mais ce qui permet aussi, ça c'est une complicité du dessin. Tu vois, on avait vérifié ça au Gambier. Au début, les gens sont un peu timides, ils disent pourquoi moi, j'ai pas d'intérêt, tout ça, ils n'ont jamais posé. Donc je commence à dessiner. Et puis tous les gens du village, ils viennent voir, quoi. Ils sont autour. Et puis après, tous les gens des Gambiers veulent un portrait. Et ça permet de rentrer en communication avec le modèle d'une façon très douce. Bon, avec les poissons, ça marche moins bien, hein, mais bon. Mais ils sont curieux aussi, d'ailleurs, les gros mastars, là, style Napoléon ou voire requin. En général, plus ils sont gros, plus ils sont méfiants, parce qu'ils sont arrivés à être gros, parce qu'ils font attention. Ils sont curieux, ils viennent voir. Mais ils repartent. Alors que tous les petits habitants des coraux, eux, au bout de 10 minutes, ils voient bien que je ne suis pas un prédateur redoutable. Et ils reprennent ne peuvent pas te manger. Donc... Ils reprennent leurs petites habitudes, tranquilles. Voilà. Encore des questions du public? On va laisser Myriama clôturer l'intervention, ou continuer d'ailleurs, il y a encore un petit laps de temps. Non, c'est fini les questions? Je vous laisse reprendre la parole du coup. Et ben, du coup, je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Frédéric, ou pas ou... Oui, par rapport oui. aux thématiques qui sont classées donc à la fin, enfin à la moitié de l'ouvrage, c'est très intéressant parce que c'est des choses qui sont quand même peu écrites ici. Notamment, bon, ce qui me concerne, le rapport des Polynésiens à l'invisible. C'est des sujets un peu tabous dans les îles, parce qu'évidemment, certains sont
des bons chrétiens et ont du mal à parler de ce lien entre le passé, le passé païen, entre guillemets, et donc ce passé chrétien. Donc du coup, là, on a vraiment des témoignages quand même qui sont authentiques et qui sont vraiment... c'est un sujet quand même difficile à aborder. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que, comme je disais, moi j'y étais particulièrement sensible aux autres sujets aussi, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être, tu sais, dans ces choses qu'on ne murmure que tardivement le soir et pas en public. Et c'est vrai que c'est très bien rendu. On sent, enfin, voilà, quand on est polynésien, on sait toute la complicité, la confiance que ça implique, et notamment au Gambier en particulier, parce que je sais qu'au Gambier, on a plus de difficultés. Une expérience d'ailleurs d'un jeune homme qui t'a tout à fait intéressé. Il m'a dit il est vraiment passionnant. D'ailleurs, il est moitié pasquan et qui était le gardien un peu des tombeaux. Oui, il y a un motu où il y a le tombeau des anciens chefs de Mangareva qui ont été loin bien sûr des églises. Et du coup, il s'est autoproclamé le gardien de l'île. Donc, pendant que Titouan peignait l'église, voilà, moi, j'étais avec eux pour chercher d'aller voir les grottes, etc., pour voir ces tombeaux-là. Donc, vraiment. Et voilà, et cette personne, ce jeune homme, qui était absolument passionnant, ben, quand on lui a demandé si on pouvait l'interviewer, enregistré, ben, il a dit, et on voyait bien que non, et je pense que le candidat Raton, il veut pas être emmerdé, il veut pas parce que l'église est prégnante quand même dans ces endroits-là. Il y a l'église d'une part, mais il y a aussi le fait que les jeunes, enfin la jeunesse polynésienne ne peut souvent pas s'exprimer parce que c'est d'abord la parole des anciens qui prime. Donc ils ont un peu de réticence à s'exprimer parce qu'ils ont peur soit de dire des bêtises, soit au contraire d'être un peu réprimandé. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai été étonnée aussi de lire en effet des paroles de jeunes gens. On n'a pas l'habitude, en effet, c'est plutôt les anciens qu'on va entendre dans des retranscriptions. Donc voilà, comme je vous le dis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de feuilleter l'ouvrage, au-delà de l'approche artistique de Titouan qui a évidemment tout son intérêt, il y a vraiment derrière un travail d'écriture qui est vraiment très intéressant et qui quelque part explicite aussi ta démarche à toi en tant que peintre. Voilà, on n'est pas que dans du paysage et on sent que les paysages que tu peins sont habités en fait, voilà, des personnes qui y vivent et de leur regard et du tien. Et on a aussi la parole des gens qui sont loin de Tahiti ou loin de. Et ça c'est intéressant parce que notamment sur le sujet du nucléaire par exemple. Vous verrez que les récits sont quand même très mitigés. C'est pas ce qu'on peut entendre c'est varié, dans les médias. C'est complètement varié. Et des fois, on est surpris de voir que cette période de la bombe a eu parfois des effets autant mauvais que bénéfiques pour certains. Dernière question. Est-ce qu'il y a beaucoup de chats, Anna? La question. Moi, j'ai décidé des chiens. Il y a beaucoup de chiens, ça c'est sûr. Les chiens qui pêchent le poisson tout seul. Ah, ça c'était à Haye qu'il était, non? Ah, c'était à Haye. Oui, voilà. C'était à Haye. Alors juste pour dire que Bernard Moitessier est allé passer quelque temps à Haye et que moi j'ai un copain qui travaillait avec moi qui est allé à Haye quelques dizaines d'années après. Et il m'a dit, l'île est infestée par les chats, parce que, enfin infestée, c'est pas péjoratif, hein, parce que Moitessier est simplement venu s'installer là avec un couple de chats. Voilà. Oui, mais il y a plein d'espèces comme ça qui sont qualifiées, les pauvres bêtes et les pauvres végétaux, qui n'ont rien demandé à personne, ils se retrouvent dans la catégorie nuisible aujourd'hui, parce que c'est une spécialité occidentale qui se place évidemment en dehors, sinon au-dessus de tout ce qui est le vivant, avait sectorisé les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, en nuisibles et utiles. Et donc on a amené, j'imagine, des chats pour chasser les rats qu'on avait amenés précédemment. Et donc ils se retrouvent à pulluler les deux espèces. Bon, enfin bref, je ne suis pas un spécialiste non plus. Ah, j'ai connu Moitessier en 77 ici, et quand on est arrivé avec Pinduc à Papeete, c'est lui qui a pris les amarres du bateau. Et puis je l'ai revu beaucoup, je l'ai revu
quand j'étais en 88, j'habitais à Ta un petit moment. Et on prenait le café Clope tous les matins avec Bernard. Et que j'ai revu après, qui a été le parrain du Trophée Jules Verne, une épreuve de course au large que j'avais fondée avec Florence Artaud. Et on avait demandé à Bernard d'être le parrain de cette épreuve. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on va clôturer comme ça. Et on va vous laisser dire le mot de la fin du coup. On va laisser à Titouan le mot de la fin. Je vais pas faire comme cet homme politique français là qui était venu une fois et qui, au lieu de dire Marou, il avait dit eh bien à tous, Murroy. On va éviter. Mais c'est fait, je crois, en fait, là. En tout cas, merci Titouan. Merci à Frédéric aussi, qui était là, et à Myriama. Donc on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que si vous recherchez ce livre, il est du côté des nouveautés du Vent des Îles, sous le grand chapiteau.